Alors, on va passer à la saga des cas cliniques. Et la première présentation est faite par Clément Bailly, un max de masse. Bonjour à tous. Donc, j'ai le privilège de commencer la série des cas cliniques. Donc, je remercie le comité scientifique de me donner l'opportunité de présenter mon cas clinique qui s'appelle un max de masse. Alors, il s'agit d'un patient de 57 ans qui a comme principaux antécédents quand même 2 AVC ischémiques à l'âge de 43 et 47 ans. Il y a une notion d'hypertension artérielle depuis l'âge de 30 ans, mais qui est uniquement traitée depuis l'âge de 51 ans sous trithérapie qui est bien contrôlée. Il présente aussi un diabète de type 2 depuis qu'il a 55 ans, donc qui est sous thérapie avec de la metformine et du sémaglutide qui est sans retentissement et qui est bien contrôlé aussi. Et il a une obésité de grade 1 avec un IMC à 34,9 kg par mètre carré. Donc chez ce patient, il a eu des épigastralgies chroniques qui ont amené à réaliser ce scanner. Donc est-ce qu'on peut montrer les images, s'il vous plaît? Donc je vous laisse regarder sur le premier, qui est le scanner non injecté à gauche, voir si vous voyez des choses. Donc vous vous doutez, on est vers les surrénales. Et donc, est-ce qu'on peut montrer le deuxième? Je vais donc décrire un petit peu. On voit bien. Ça marche plus. Bon, vous voyez bien les grosses masses surrénaliennes bilatérales des deux côtés, des masses avec une surrénale sous-jacente qui est quand même épaisse, donc une hyperplasie de les surrénales. Donc, je vous ai remis une image. Donc, c'est une hyperplasie bilatérale des surrénales, macronodulaire, avec donc des grosses masses de chaque côté. La masse la plus importante était à gauche, elle faisait 4 cm, et ils avaient tous une densité spontanée inférieure à 10 unités Hounsfield. Donc devant cette découverte fortuite, ça arrive assez fréquemment, devant cette découverte fortuite d'hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales, que faire? Donc nous allons voir qu'il y a différentes choses à chercher. Et on va beaucoup se baser sur les dernières recommandations parues l'année dernière, donc les recommandations de la Société européenne d'endocrinologie sur la prise en charge et le dépistage des incidentalomes surrénaliens. Donc, premièrement, les recommandations sont de prendre au niveau du scanner les différentes masses de manière individuelle et vérifier qu'elles ont des critères de bénignité, donc avec une densité spontanée inférieure à 10 unités Hounsfield, ce qui était le cas chez notre patient. Ensuite, il faut voir s'il y a une hypersécrétion hormonale. Donc, les recommandations sont de faire chez tous les patients un test de freinage minute à la dexaméthasone. Donc ça, c'est à faire chez tous les patients. On va revenir après par rapport à cette définition-là. La recherche de phéochromocytome se fait uniquement si la masse a une densité spontanée supérieure à 10 unités Hounsfield, parce qu'il y a des études qui ont montré que c'est quasiment 0% des phéochromocytomes qui ont une densité spontanée inférieure à 10 unités Hounsfield. Et donc, on fait cette recherche en dosant les dérivés méthoxylés, que ce soit urinaire ou plasmatique. En cas d'hypertension artérielle et ou d'hypokaliémie, on recherche l'hyperaldostéronisme primaire en dosant la rénine et l'aldostérone. Et enfin, uniquement s'il y a une suspicion, qu'elle soit clinique, biologique ou scanographique de corticosurrénalome, on dose les hormones sexuelles et les précurseurs. Donc, chez notre patient, on avait dosé, donc il a été hypertendu, donc sous traitement neutre, on avait dosé la rénine et l'aldostérone, il n'y avait pas d'hyperaldostéronisme. On avait fait quand même les dérivés méthoxylés plasmatiques qui étaient normaux, même si finalement il n'y a pas d'indication sur les dernières recommandations de 2023. Et donc, au niveau du bilan cortisolique, donc il était suivi initialement depuis mars 2022, nous on l'a vu en début d'année. Et donc, il y avait un freinage minute qui était pathologique, surtout toutes les différentes évaluations. La norme étant inférieure à 18 nanogrammes par ml, on voit qu'il fluctue un peu au cours du temps, il n'y a pas d'aggravation ni d'amélioration. Au niveau des urines, le cortisol libre urinaire des 24 heures a été normal lors des 3 évaluations. Et au niveau du cycle du cortisol, donc en janvier 2024, lors des dernières évaluations, il avait un cycle qui était respecté, avec quand même à noter des ACTH qui étaient toujours inférieurs à 10 picogrammes par ml. Donc toujours un petit peu basse. Donc au final, on se retrouve devant une hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales avec juste un freinage minute du cortisol qui était pathologique. Donc on entre dans la définition qui est sortie en 2023, quand avant on disait un hypercorticisme infraclinique, mais une définition maintenant qui est bien claire, qui s'appelle le MAX, donc le Mild Autonomous Cortisol Secretion.
Donc, chez tous les patients qui ont un incidentalome surrénalien, que ce soit unilatéral, bilatéral ou une hyperplasie macronodulaire comme ici, il faut faire le freinage minute. S'il est normal, on s'arrête là, il n'y a pas d'hypersécrétion. S'il est anormal, avec un freinage supérieur à 50 millimoles par litre ou 18 nanogrammes par ml, la seconde chose à faire, c'est de voir s'il y a des signes cliniques de syndrome de Cushing. Si c'est le cas, c'est un adénome qui produit du cortisol, on rentre dans une autre catégorie. Si par contre il n'y a pas de signes cliniques, on rentre dans la définition de max. La chose à faire après avoir défini le max, c'est de voir s'il y a des comorbidités qui sont potentiellement attribuables à cet hypercorticisme. Si ce n'est pas le cas, il faut ensuite faire une évaluation annuelle de ces comorbidités, voir s'il y en a qui apparaissent. D'accord ? Et si par contre il y a des comorbidités, il faut s'assurer que l'hypercorticisme infraclinique, le max, qu'il est ACTH indépendant. Si c'est le cas, il faut parler après des traitements. On va revenir sur ça plus tard. Donc chez notre patient, il avait bien un freinage minute qui était pathologique. En plus, il avait un cycle et des flux qui étaient normaux. Au niveau des symptômes, il avait simplement une érythrospatiale isolée, donc il n'a pas vraiment de symptômes de syndrome de Cushing. Par rapport aux comorbidités, il avait une hypertension artérielle, un diabète, il n'y avait pas de dyslipidémie, donc c'est des pathologies qui sont quand même très fréquentes dans la population générale, mais les différentes études qui ont été décrites, donc ça sort des recommandations, ces tableaux qui étaient dans les recommandations, on voit que les patients qui ont un adénome avec un max, ils ont plus de risques d'avoir un diabète, une hypertension, une dyslipidémie, comparé à des patients qui ont un adénome non fonctionnel, mais avec quand même des écarts très importants. Bon, là, c'est pas significatif, mais il y a quand même plus de ces comorbidités chez les patients qui ont un max. Et donc, on va considérer le traitement chez notre patient. On va voir ça après, à la fin de la présentation. Parce que la deuxième chose, c'est, un autre complément, c'est devant une hyperplasie macronodulaire bilatérale, il y a quand même un bilan étiologique pour savoir s'il y a une cause. Tout d'abord, il faut rechercher s'il n'y a pas un bloc en 21 hydroxylase, donc avec un test au synactène sur la 17-OH progestérone. Chez notre patient, ce test-là était pathologique, passé de 6 nanogrammes par ml à 62 AT60. Donc on a fait une recherche pour voir s'il n'y avait pas une génétique qui pouvait expliquer ces anomalies hormonales. Ce n'était pas le cas. Donc c'est un bloc intratumoral, d'accord, un bloc enzymatique intratumoral. C'est assez fréquent, notamment en cas d'hyperplasie macronodulaire. Ensuite, on a fait différentes génétiques, notamment RMC5, on va revenir juste après dessus, qui étaient négatives. Dans l'hyperplasie macronodulaire des surrénales, donc il y a un gène qui est bien connu, ARMC5, qui se trouve sur le chromosome 16. C'est un gène suppresseur de tumeur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une mutation somatique, une mutation germinale, et ensuite un deuxième événement somatique pour déclencher la pathologie. Il y a quand même 20 à 30% des patients ayant une hyperplasie macronodulaire des surrénales sporadiques qui ont une anomalie de ce gène, donc il est recherché systématiquement. Et ce qui est décrit dans la littérature, c'est que c'est souvent des patients qui ont des phénotypes plus sévères, que ce soit sur le plan sécrétoire au niveau du cortisol ou sur le plan scanographique avec le nombre de nodules. Il y a d'autres causes génétiques syndromiques qui sont beaucoup plus rares, mais c'est bien de les avoir en tête. Donc, notamment la neuroendocrinopathie multiple de type 1. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit habituellement, mais ça a été décrit dans la littérature qu'il y a quand même chez 20% des patients des surrénales qui sont atteintes, qui sont hyperplasiques, que ce soit une ou deux surrénales, et dans 12,5% des cas, c'est bilatéral. En cas de polyadénopatose familiale, donc c'est bien sûr une pathologie qui fait des polypes dans certains organes, mais il y a aussi une hyperplasie des surrénales chez 16% des cas, et dans 23% des cas, c'est bilatéral, donc ça peut être associé. Donc au final, chez notre patient, on se retrouve avec une hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales, avec un max, sans cause génétique. Et donc, est-ce qu'il y a des comorbidités de l'hypertension artérielle, du diabète, mais qui sont bien contrôlées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, pour essayer d'améliorer ses comorbidités? Donc, quelle est la place de la chirurgie en cas de max? Il y a peu d'études au final qui sont sorties pour voir s'il y avait une amélioration des comorbidités. Il y a une étude de 2019, donc c'est une revue de la littérature qui prend différentes études qui ont évalué ça. C'est souvent des études qui ne sont pas de très bonne qualité, qui sont rétrospectives avec peu de patients.
Et donc là, on voit les patients après chirurgie avec les différentes comorbidités. En rouge, les patients chez qui la comorbidité s'est améliorée. Et donc, il y a environ, chez 60% des patients hypertendus, une amélioration de l'hypertension. Pour ce qui est du diabète et de l'obésité, c'est de l'ordre de 30 à 40%. Pour ce qui est de la dyslipidémie, c'est quand même beaucoup moins. Ça n'a pas l'air d'être très efficace sur la dyslipidémie. Il y a une étude, c'est l'une des seules qui est sortie très récemment en début d'année, une étude randomisée contrôlée, qui a inclus 92 patients, qui a été randomisée en 2 bras, donc un bras où ils ont eu la chirurgie, un autre bras, il y avait une simple surveillance, quand même sur 4 ans, donc il y a quand même pas mal de recul. Donc chez les 40, donc là ce qu'on voit c'est, excusez-moi, il n'y a pas le, ça marche pas, donc je vais vous montrer au doigt. Donc à gauche c'est les patients qui ont eu la chirurgie, à droite c'est les patients en contrôle. En noir c'est les patients chez qui il y a une amélioration de la comorbidité, et en blanche ceux chez qui il y a eu une aggravation de la comorbidité. Donc on voit que ça soit pour l'hypertension artérielle, pour le poids, pour la glycémie, on voit qu'il y a quand même un taux d'amélioration de la comorbidité qui est très important et qui est plus important que les sujets contrôle. Par contre, pour ce qui est de la dyslipidémie, encore une fois, ça ne ressort pas spécialement. D'accord ? Donc les recommandations européennes disent que la chirurgie, dans quelles conditions il faut la faire. On ne va pas opérer tous les patients qui ont un max. On va opérer les patients qui ont un max avec des comorbidités qui sont évolutives ou de nombreuses comorbidités. Aussi des comorbidités qui peuvent être difficiles à contrôler, parce qu'on espère du coup une amélioration après la chirurgie. Aussi s'il y a des retentissements d'organes qui sont inadéquats par rapport à l'âge du patient. Par rapport au traitement médical, au final, il n'y a quasiment aucune étude sur le traitement médical quand on parle des max, pas des hypercorticismes. Il y a une étude qui a évalué le mifepristone chez uniquement 4 patients qui présentaient une hyperplasie macronodulaire des surrénales. Donc le mifepristone, c'est un agoniste des récepteurs glucocorticoïdes qui a trouvé une amélioration des comorbidités à 5 mois. Mais c'est l'une des rares études qui a évalué ça en cas de max. Donc là, on n'a pas trop de données sur la prise en charge médicale. Chez notre patient, il avait une hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales. Donc la question, c'est si jamais on va à la chirurgie, qu'est-ce qu'on enlève ? On ne va pas enlever les 2 surrénales. C'est les recommandations encore européennes qui disent en effet qu'ils sont contre la chirurgie bilatérale des surrénales. Il faut enlever la surrénale avec les lésions les plus grosses, parce qu'il y a des études qui ont montré que c'était généralement celle-là qui produisait le plus de cortisol, avec une amélioration des comorbidités dans un bon nombre de patients, environ 90%. Finalement, nous, on a décidé d'essayer un traitement anticortisolique, l'osilodrostat, qui est un inhibiteur du cytochrome 11, un inhibiteur de la 11-bêta-hydroxylase, donc qui va diminuer le cortisol. Donc on a essayé ça depuis vraiment pas très longtemps, donc malheureusement, j'ai pas beaucoup de vous donner à vous rendre aujourd'hui. Le but, donc ça va être, on voit là l'évolution de la dose d'osilodrostat jusqu'en mai, avec son cortisol à 8 heures qui pour l'instant ne diminue pas beaucoup. Et donc le but, ça va être d'essayer de bloquer l'hypercorticisme, voire faire un block and replace et voir l'évolution de ses comorbidités au cours du temps. Si jamais il a une comorbidité qui évolue bien, on va dire qu'elles sont potentiellement liées au max et on discutera après peut-être d'une chirurgie. Dans les recommandations, ils disent aussi, je reviens juste à la diapo précédente, que la prise en charge, elle est individualisée, bien sûr, en fonction de l'âge, du sexe, du degré d'autonomisation du cortisol, des conditions générales et des comorbidités. Donc j'ai oublié de faire une diapo de conclusion, mais en gros, en conclusion, en cas d'incidentalome surrénalien, il faut évaluer systématiquement la production de cortisol avec un freinage minute. S'il est normal, on ne va pas plus loin. S'il est pathologique, donc supérieur à 50 millimoles par litre, il faut évaluer s'il y a des signes cliniques de syndrome de Cushing. Si ce n'est pas le cas, on est dans le cadre du max, et donc il faut évaluer s'il y a des comorbidités. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, j'avais juste une question. Est-ce que dans les recommandations, il parle de rythme de surveillance du cortisol, du freinage minute, ou est-ce qu'il n'y a pas...
Il ne faut pas surveiller, il faut juste surveiller en cas de max. Il ne faut pas surveiller l'hyperproduction, il faut surveiller les comorbidités. C'est tout. C'est tout. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question sur le papier que tu as montré. Du coup, il n'y avait pas surrénalectomie bilatérale dans le papier? Celui Celui qui de est 2024, spectaculaire, ouais. Non, c'était unilatéral. Ouais, ok. Non, c'était pas bilatéral. Moi, j'avais juste une question. Quand ils disent l'amélioration de l'hypertension artérielle et de la glycémie, c'est on a pu arrêter complètement les traitements, on les a allégés Il y avait beaucoup de critères. Donc, c'était par exemple diminuer les traitements antidiabétiques par 2 ou autrement passer d'un grade d'hémoglobine glyquée à un grade d'hémoglobine glyquée plus bas. Et pour l'hypertension artérielle, c'était au niveau des traitements, surtout pareil, diminuer le nombre de traitements antihypertenseurs. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, le cas clinique prochain, c'est quelques kilos de trop, présenté par Jean-François Perregaud. Tout à fait. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler d'un cas clinique, quelques kilos ou quelques kilos de trop, ça dépend de ce que vous préférez dire. Donc, en fait, c'est un jeune patient de 15 ans qui a consulté dans le service pour la première fois en 2021, qui est originaire de Cayenne, qui est au collège, qui est en 3e et qui fait du rugby en extrascolaire. En fait, il consulte parce qu'il a des douleurs abdominales récurrentes depuis plusieurs mois, au moins 6 mois, principalement au niveau de l'hypocondre gauche qui irradie dans tout l'abdomen et de façon assez intense puisqu'il les évalue jusqu'à 7 sur 10. Et en plus de ces douleurs abdominales, de temps en temps, il a des éruptions cutanées qu'on appelle des xanthomatoses éruptives, principalement sur le bras et le tronc, ce qui est des localisations assez typiques de ce qu'on appelle une xanthomatose éruptive, associées à des valeurs de triglycérides très élevées, supérieures à 28 grammes par litre. Donc, ce patient qui a cette hypertriglycérémie et ces xanthomatoses éruptives, en fait, il s'inscrit dans un contexte un peu particulier où, en fait, il a un contexte métabolique. C'est un patient qui a un IMC à 31,4, avec à l'écho une stéatose hépatique, et on notera également une splénomégalie modérée. Mais aussi, il a eu un diagnostic récent de diabète de type 2. Alors, type 2 parce que les anticorps, les 3 pour le coup cette fois-ci, étaient négatifs. Et on observe qu'il a une glycémie qui est assez élevée à 1,41, concomitant à des valeurs de triglycérides à 7,68. Dans sa famille, on ne note pas de dyslipidémie, pas de cholestérol, pas d'hypertriglycéridémie. On note un diabète de type 2 chez son père et une hypertension chez sa mère. Donc un contexte un peu métabolique, mais pas de dyslipidémie. Donc, si on reprend un petit peu, il a des triglycérides qui sont supérieurs à 8 grammes par litre ou supérieurs à 10 millimoles. C'est ce qu'on appelle en fait une hyperchylomicronémie. Parce qu'à partir de ces valeurs-là, en fait, c'est les chylomicrons qui transportent ce triglycéride. Quand on a une hyperchylomicronémie, on a 2 étiologies possibles. On a soit une origine multifactorielle, qu'on appellera MCS pour multifactoriel chylomicronémie syndrome, ou alors une cause monogénique, qu'on appelle une FCS ou une familiale chylomicronémie syndrome. Alors la différence réside surtout que dans la cause monogénique, comme son nom l'indique, il y a une mutation à l'état homozygote ou hétérozygote composite, puisqu'elle est récessive, versus la multifactorielle qui est beaucoup plus fréquente et qui s'inscrit généralement dans un contexte d'obésité ou de diabète. Pour s'orienter un peu, en fait, face à des patients qui ont une hyperchylomicronémie, on peut calculer un score qui s'appelle le score FCS. En fait, ce score FCS, il va avoir plusieurs éléments qui sont importants. Les plus importants étant les valeurs maximales de triglycérides, également les valeurs minimales sans traitement, et surtout aussi l'âge de survenue des symptômes ou de la découverte de l'hypertriglycéridémie, et les antécédents cliniques, est-ce qu'il y a des pancréatites ou quoi? Mais le plus important, c'est est-ce qu'il y a une cause secondaire ou pas? Est-ce qu'il y a de l'alcool, du diabète, une obésité? Tout ça, c'est très important à prendre en compte. Donc là, notre jeune patient, là, il a en fait un score FCS qui est calculé à 4 à ce niveau-là. Et donc finalement, on a une probabilité d'avoir une hyperchylomicronémie familiale qui est faible. Donc on ne fait pas la génétique chez ce patient. Donc dans ce contexte, on prend en charge son diabète. On lui a donné un peu de phénofibrate justement parce qu'il avait des triglycérides qui étaient toujours élevés. Et on fait des mesures diététiques orientées sur les glucides. Malheureusement, 1 an après, ce patient il est hospitalisé à Caen pour des douleurs épigastriques en barre, dans un contexte où c'était son anniversaire, glace, soda, voilà. Et malheureusement, effectivement, il a fait une pancréatite aiguë qui est confirmée à la biologie et au scanner.
Le bilan étiologique ne retrouve rien de particulier en dehors d'une hypertriglycéridémie majeure où il monte jusqu'à 80 grammes par litre dans un contexte de décompensation de son diabète. Il a une hémoglobine glyquée à 13% à ce moment-là, avec une céténomie positive sans acidose. Donc ce patient, il est hospitalisé, il est mis à jeun, il y a une insulinothérapie qui a été introduite dans le contexte de diabète déséquilibré, et les triglycérides à la sortie, finalement, il sort à 6 grammes par litre sous metformine et abazaglar uniquement. Et il avait toujours son phénofibrate. Ce patient revient ensuite à Paris où il fait son suivi. Il a l'insuline lente qui est sevrée au fur et à mesure et finalement il est traité par metformine et phénofibrate uniquement. Ce qui est quand même notable chez ce jeune patient-là qui est âgé de 16-17 ans, qui est en internat de rugby, donc il fait pas mal de sport, il a quand même une DEXA qui a retrouvé une masse grasse qui était quand même à 31%, ce qui souligne quand même pas mal son contexte métabolique chez ce patient. Si on regarde l'évolution de ces triglycérides, en fait, ce qui est très intéressant à voir ici, c'est que ces triglycérides évoluent de façon concomitante à son diabète. Quand son diabète est déséquilibré, notamment au moment de la pancréatite avec une glycée à 13%, ces TG sont très élevés. On voit aussi là, en période de fin d'année, après encore quelques écarts diététiques, son diabète monte à 10% et en même temps, ses triglycérides montent jusqu'à plus de 40-45 grammes par litre. Après phénofibrate, il a juste une seule valeur où il est vraiment très bas, où il est à 1,50, mais c'est arrivé une fois, et ensuite plus jamais. Il a toujours été autour de 4-6 grammes par litre, en dehors justement de déséquilibre du diabète. Donc finalement, quand son diabète est bien équilibré, ses triglycérides sont plus bas, mais ne sont pas tout à fait normalisés. Donc justement, ce que je viens de dire, c'est que ça évolue pas mal. Il n'y a pas de réponse finalement au phénofibrate de façon très claire. Et si on recalcule là avec les données de la pancréatite, etc., si on refait le score FCS, finalement on a un score à 9. Donc ce qui nous motive à faire la génétique. En vrai, la génétique était faite avant, mais quand même. Voilà, on s'attend à avoir quand même ce bilan génétique qui retrouve finalement une mutation de l'ApoA5 à l'état homozygote, puisque c'est une maladie qui est récessive. Donc ça veut dire que lui, effectivement, il est atteint et ses deux parents sont porteurs sains, donc ils n'ont pas d'hypertriglycéridémie. Il y a le dépistage qui sera à faire dans sa fratrie, notamment chez son frère qui présente des douleurs abdominales. Donc c'est actuellement en cours. Donc, je vous ai présenté ce cas clinique pour quelle raison ? Parce qu'en fait, c'est un patient qui illustre la complexité justement de ces hyperchylomicronémies. On a un peu du mal à faire la part entre les causes génétiques familiales et les causes monogéniques, qui restent quand même plus fréquentes. Donc, du coup, je vous fais un petit rappel sur ces deux syndromes. Donc, l'AFCS, ou le syndrome d'hyperchylomicronémie familiale, c'est une maladie qui est extrêmement rare. C'est un patient pour 1 million ou un patient pour 100 000 au mieux. C'est une maladie qui est autosomique récessive et qui a très haut risque de pancréatite, avec 50% de ces patients qui font des pancréatites. C'est en rapport avec une mutation en fait, de ce qu'on appelle la lipoprotéine lipase, donc qui est une lipase qui est principalement au niveau du pancréas, mais également au niveau des tissus périphériques, qui hydrolyse en fait les particules riches en triglycérides, les lipoprotéines riches en triglycérides, à savoir les chylomicrons, qui sont d'origine intestinale, et les VLDL, qui sont d'origine hépatique. Lorsqu'on a une mutation, donc une baisse de l'activité de la LPL, on a effectivement le tableau de FCS. Mais on peut aussi avoir une mutation d'un de ces cofacteurs, soit l'ApoC2 ou l'ApoA5, qui sont des cofacteurs directs de la LPL, ou si on a une mutation qui est gain de fonction de l'ApoC3, qui est un inhibiteur de la LPL, on peut également avoir ce tableau-là, ou une mutation de la LMF1 ici, qui est un cofacteur de maturation en fait de cette LPL, ou de la GPH-BP1, qui est en fait une molécule qui permet le transfert de cette LPL au niveau endothélial, son expression. Donc ça, c'est une maladie qui est très rare, qu'on peut suspecter en fait dans le cas d'une hypertriglycéridémie, c'est-à-dire une hyperchylomicronémie, qui est notamment réfractaire au traitement classique. Or pourquoi ? Parce que les phénofibrates, en fait, quand on traite les patients par phénofibrate, on va passer par le mécanisme de l'activité de la lipoprotéine lipase. Donc si la LPL ne fonctionne pas, les phénofibrates ne fonctionnent pas. Et donc on a ce tableau réfractaire au traitement. On a également une histoire clinique qui peut être concordante, des antécédents de pancréatite aiguë ou de douleurs abdominales récurrentes. Et surtout, on élimine les causes secondaires parce que on peut avoir l'alcool, le diabète ou la iatrogénie. Enfin, quand on a une cause secondaire, on a moins de risque d'avoir un FCS. Donc, on utilise le score et on fait la génétique si besoin.
Justement, parmi les causes secondaires, la plus fréquente vraiment, ça reste l'alcool, le diabète et l'obésité. C'est vraiment les plus fréquents. Mais il y a également d'autres conditions, notamment l'hypothyroïdie et une petite attention particulière aux grossesses au 3e trimestre, notamment chez des patients qui ont des dyslipidémies mixtes classiques. Voilà. C'est un mode de décompensation en fait, d'hyperchylomicronémie au moment de la grossesse. Donc, en face, on a le syndrome d'hyperchylomicronémie multifactorielle. Donc ça, c'est une maladie qui est beaucoup plus fréquente. La plupart des hyperchylomicronémies sont multifactorielles. C'est parfois, en fait, la génétique sous-jacente, elle est un peu complexe. On peut retrouver, mais pas forcément, des variants de la lipoprotéine lipase ou d'un de ses cofacteurs à l'état hétérozygote. Il y a un risque de pancréatite qui est également élevé puisque l'hyperchylomicronémie, de toute façon, ça peut donner une pancréatite. Mais il y a un risque cardiovasculaire qui est aussi notable, qu'on retrouve beaucoup moins, voire pas du tout, dans les hyperchylomicronémies familiales. Parce qu'en fait, la LPL, elle va hydrolyser les particules riches en triglycérides, donc les chylomicrons, en particules plus petites qui sont, elles, athérogènes. Donc dans la FCS, vu que la LPL ne marche pas, les particules athérogènes, on n'en a pas, donc on a moins de cholestérol total finalement. Alors que chez les patients qui ont une MCS, eux, au contraire, ils ont beaucoup de remnants, beaucoup de particules athérogènes autres que le LDL classique. Donc, cette maladie-là, elle est extrêmement dépendante justement de l'alimentation, des sucres notamment, surtout des sucres, et de l'alcool. Donc le contrôle de l'hyperchylomicronémie dépend uniquement de l'équilibre diététique principalement. Donc, comme je vous disais, la génétique, elle est tellement complexe elle est très complexe. Donc, dans l'hyperchylomicronémie familiale, ils sont tous mutés à l'état homozygote ou hétérozygote composite. Et dans l'hyperchylomicronémie multifactorielle, on a la moitié qui présente donc un variant hétérozygote ou des polymorphismes génétiques, donc avec plusieurs SNPs. Mais ce qui est notable quand même, c'est que chez les patients qui ont des triglycérides normaux, on retrouve aussi parfois des variants et on retrouve aussi parfois des SNP. D'où l'intérêt d'identifier les patients qui bénéficieraient vraiment d'une enquête génétique, parce qu'on ne peut pas tester tout le monde. On va vraiment cibler et rechercher les patients qui ont une hyperchylomicronémie familiale. Donc, juste également une autre partie sur les pancréatites, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels, d'avis justement sur des patients qui viennent de faire une pancréatite avec des triglycérides très élevés. En fait, effectivement, dans l'hyperchylomicronémie familiale, c'est beaucoup plus fréquent de faire une pancréatite, 50 à 60% des patients, alors que dans la MCS, c'est 20%. Mais comme la MCS est 100 fois plus fréquente, quand on a une pancréatite aiguë avec une hypertriglycérémie, c'est quasi tout le temps une MCS. Donc c'est très rare de tomber quand même sur les FCS. Ça, c'est un tableau récapitulatif, mais en fait, les petits points d'attention, surtout, c'est que donc, la FCS, elle se dépiste principalement chez des jeunes patients, puisque souvent le tableau s'exprime assez tôt, et dans la MCS, c'est plutôt tardif. Et surtout, là, le ratio triglycérides sur cholestérol total, qui est beaucoup plus élevé, en fait, dans les hyperchylomicronémies familiales, parce que il n'y a pas la LPL, donc le cholestérol est beaucoup plus bas que les triglycérides, alors que dans la MCS, on a ce cholestérol total qui augmente par l'activité de la LPL. Et à noter que dans les FCS, on retrouve aussi parfois des splénomégalies. En fait, des splénomégalies parce que ces chylomicrons, en fait, ils vont s'accumuler dans les macrophages spléniques. Et donc, on peut avoir ça, ce qu'avait notre patient. Donc, ça pouvait nous mettre la puce à l'oreille. Donc, par rapport à la prise en charge, ce qu'on propose en général, c'est une exploration cardiométabolique chez ces patients parce qu'il y a un risque d'athérome, il y a un risque de stéatose surtout dans tous les cas d'hypertriglycérémie. Donc, il faut bien les explorer. On les éduque surtout sur le risque de pancréatite puisque c'est un risque qui est grave pour eux et notamment dans les cas d'hyperchylomicronémie, ça peut être plus grave que dans les autres étiologies de pancréatite. On met en place des mesures hygiéno-diététiques, surtout sur les glycides et les lipides, plus ou moins strictes. Plus l'hyperchylomicronémie est grave, plus les mesures doivent être strictes. Et surtout, on n'oublie pas un accompagnement psychologique, notamment chez nos patients FCS, parce que à cause de ces mesures diététiques, ils sont complètement isolés socialement, c'est très compliqué pour eux. On tente un traitement par fibrate, puisque la plupart, c'est des MCS, donc ça fonctionne chez ces patients, mais pas forcément chez nos patients FCS. On parle beaucoup aussi des oméga-3. Alors les oméga-3, en fait, malheureusement, les études montrent le bénéfice en fait, de l'EPA principalement, sauf qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de molécules disponibles en France qui contient que de l'EPA. On a souvent des associations avec le DHA, et donc pour atteindre des valeurs d'1 gramme x 3 d'EPA, c'est assez compliqué. Et d'autant plus que les oméga-3, en fait, passent par le biais des VLDL, ça fait baisser les VLDL, et donc ça a moins d'effet sur les chylomicrons.
L'intérêt majeur de dépister les patients qui ont une FCS, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a un traitement, le volanénosorsen pour l'instant, qui est autorisé. En fait, c'est un antisens anti-ApoC3 qui doit être validé en RCP national, mais c'est un traitement qui est très efficace sur les chylomicrons, mais il y a des thrombopénies sévères. Mais à l'heure actuelle, il y a bien d'autres molécules là qui sont en cours de développement, notamment des nouvelles générations d'anti-ApoC3 qui n'ont pas du tout cet effet de thrombopénie sévère. Et donc, on est plus rassuré. Eh bien, voilà. Merci en tout cas à tous pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Tu m'avais donné un moyen mnémotechnique pour recalculer le LDL quand les triglycérides sont supérieurs à 5 grammes. Donc c'est le non-HDL. Absolument. En fait, je me rappelle plus. Non, c'est exactement ça. C'est alors dans le cas notamment des MCS, dans des hyperchylomicronémies ou dans les cas des dyslipidémies mixtes, en fait, les recommandations européennes, donc chez les patients obèses, diabétiques de type 2 ou avec une dyslipidémie mixte, donc triglycérides 3-5, où on ne peut pas calculer justement le LDL. En fait, on fait le calcul du non-HDL, ce qui est le cholestérol total moins le HDL cholestérol. Parce qu'en fait, ça va prendre en compte toutes les particules athérogènes, parce que si on mesure directement le LDL, en fait, on risque de sous-estimer le risque athérogène de ces patients, puisqu'on a tous les rémanents du cholestérol, toutes les autres lipoprotéines qui sont riches en cholestérol et qui peuvent aussi se déposer. Donc ça, c'est une des premières façons. Et l'autre façon, c'est de doser directement, mais maintenant, les labos le font. C'est l'apolipoprotéine B, donc l'ApoB, qui est en fait une particule qui est sur chaque particule athérogène. Donc chaque particule athérogène contient une ApoB. Donc le dosage de l'ApoB ou le calcul du non-HDL permet de mieux évaluer le risque cardiovasculaire de ces patients-là. J'ai juste une question. Les injections, c'est les patients qui les font ou c'est des injections Alors au début, on les fait avec eux et après ils peuvent se les faire avec une infirmière à domicile à la maison, quoi. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué d'avoir ces patients-là sous traitement quand même. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, donc merci beaucoup. Donc on va accueillir Dr Amina Atia qui va nous présenter un topo qui s'appelle Maudit Calcium. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Tout à fait, je vais vous raconter l'histoire de Madame A, 53 ans, qui est suivie à la pitié pour un diabète maudit. Un diabète maudit 5 sur une perte de fonction du gène HNF1-bêta. HNF1-bêta étant un facteur de transcription qui code pour différentes protéines de l'organogénèse, notamment hépatique, notamment qui est impliquée dans l'organogénèse des cellules bêta-pancréatiques. Et cette patiente présente également des atteintes extra-pancréatiques qui sont rénales, avec une insuffisance rénale chronique actuellement de stade 5, donc préterminale, une agénésie rénale gauche, elle a également une hypomagnésémie, et par ailleurs, elle a une malformation utérine. Et donc, dans tout ça, on va s'intéresser à ces problèmes de calcium. On a un premier bilan phosphocalcique à l'âge de 48 ans. À ce moment-là, Madame A a une calcémie normale à 2,3, une hyperphosphatémie, une hypomagnésémie à 0,6, une calciurie effondrée, une insuffisance rénale chronique de stade 3B, une carence en vitamine D et une PTH qui est à 3 fois la normale. À ce moment-là, un premier bilan de localisation est fait et montre donc trois foyers, mais à ce moment-là, on n'en fait rien. Je voudrais revenir sur quelques points de ce bilan phosphocalcique. Donc, tout d'abord, l'hyperparathormonémie, qu'on attribue à ce moment-là chez Madame A à une hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale avec une diminution de la production de 1,25-hydroxyvitamine D. L'hyperphosphatémie elle-même induite par une diminution de l'expression rénale de phosphate. Et également, l'insuffisance rénale diminue l'expression du récepteur à la vitamine D. Deuxième cause d'hyperparathyroïdie secondaire chez Madame A, c'est la carence en 25-hydroxyvitamine D. Et troisième cause, l'hypomagnésémie. Donc à droite, on a bien la relation inverse entre la parathormone et la concentration en 25-hydroxyvitamine D. Deuxième point de cette biologie qui est étonnant, c'est la calciurie qui est effondrée. Donc deux causes chez Madame A. Tout d'abord l'insuffisance rénale avec une diminution de l'excrétion de calcium par le rein, en dessous de 60 millilitres par minute. Et la perte de fonction du gène HNF1-bêta, donc ça c'est pas, c'est une hypothèse. Donc dans le rein, le CASR rénal inhibe la réabsorption de calcium et son expression est induite par la protéine codée par le gène HNF1-bêta. Et donc lorsqu'on perd la fonction de ce gène, il a été proposé que ça induit une hypocalciurie.
2 ans plus tard, on retrouve la patiente en hypercalcémie, avec une calcémie à 2,8, toujours une carence en vitamine D et une hyperparathormonémie qui s'aggrave et qui est cette fois-ci à 6 fois la normale. Je me permets de rappeler l'arbre diagnostique devant une hypercalcémie PTH dépendante. On s'appuie sur la fraction d'excrétion du calcium qui correspond au rapport du calcium urinaire surplasmatique sur la créatinine urinaire surplasmatique. Donc au-dessus de 2%, on conclut à une hyperparathyroïdie primaire. En dessous de 1%, on s'oriente plutôt vers une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Et entre les deux, on est dans la zone grise, on a tendance à faire une recherche génétique. Avec une petite réserve sur ces seuils. Donc, il y a un papier qui est publié en 2008 et qui montre sur une série de 50 patients chez qui on est sûr du diagnostic. Donc, certains patients qui ont été opérés d'une hyperparathyroïdie primaire et dont l'APAT montre que c'est une hyperparaprimaire. Et inversement, des patients qu'on n'a pas opérés mais qui ont un HHF et dont le gène a été montré comme être comme avoir une signification clinique. Et donc, on a bien la zone grise entre 1 et 2% où on a bien fait de faire la génétique, mais on a quand même des patients qui ont une HHF et une fraction d'excrétion qui est supérieure à 2%, et des patients qui ont une hyperparaprimaire avec une fraction d'excrétion qui est inférieure à 1%. Et donc, en l'occurrence, Madame A, qui a d'autres raisons d'avoir une calciurie effondrée, on aurait pu se tromper à ce moment-là sur le diagnostic en s'appuyant seulement sur ces seuils. Madame A est opérée à partir de ce bilan phosphocalcique et l'ANAPAT conclut à une hyperparathyroïdie primaire. Alors, 50 ans, c'est l'âge jusqu'auquel on a tendance à chercher une cause génétique à cette hyperparathyroïdie primaire. Et donc, donc, le gène HNF1-bêta, il a été suspecté comme être impliqué dans l'hyperparathyroïdie primaire. Donc, sur une série de 8 patients qui avaient une perte de fonction de HNF1-bêta associée à une hyperparathormonémie, sur 2 patients, l'hyperparathormonémie est attribuée à une hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale chronique, mais 6 patients n'avaient pas d'insuffisance rénale chronique. Donc cette même équipe a conduit des études in vitro où ils ont regardé des cellules dans lesquelles ils ont knock-out le gène HNF1-bêta, ils ont regardé l'activité du promoteur de la parathormone. Et ensuite, ils ont transfecté avec des concentrations croissantes un vecteur qui exprime le gène HNF1-bêta. Et ils ont constaté que l'activité du promoteur de la parathormone diminue. Et il a été suggéré à ce moment-là que HNF1-bêta la perte de fonction pouvait induire une hyperparathyroïdie primaire. En post-opératoire immédiat de cette parathyroïdectomie, la calcémie, on a une hypocalcémie jusqu'à 2,1 puis qui se normalise à 2,26. La PTH diminue de 6 fois la normale à 3,5 fois la normale, puis la patiente est perdue de vue pendant 2 ans. 2 ans plus tard, on la retrouve en hypocalcémie avec une hyperphosphatémie, une calciurie toujours effondrée, une insuffisance rénale chronique de stade 4, une carence en vitamine D et une parathormonémie à 9 fois la normale. Devant ce bilan phosphocalcique, la patiente est réopérée et l'anatomopathologie conclut à une hyperparathyroïdie secondaire. Après sa chirurgie, le bilan phosphocalcique est quasiment le même. Donc, quelles sont les causes qu'est-ce qui peut expliquer l'hypocalcémie chez Madame A? Alors, je me permets de rappeler les différents acteurs de l'homéostasie du calcium qui sont donc le calcium est absorbé par l'intestin grêle ainsi que la vitamine D. La vitamine D est transformée par le foie en 25 vitamine D puis par le rein en 1,25 vitamine D. Et la parathyroïde sécrète de la PTH qui induit la réabsorption de calcium au niveau du rein et la résorption osseuse de calcium. Il y a différentes. Donc, on se doute qu'un souci au niveau de n'importe quel de ces acteurs peut induire une hypocalcémie. Donc, on va commencer par l'hypocalcémie par défaut de parathormone. Défaut de sécrétion de parathormone, c'est l'hypoparathyroïdie, ou dans laquelle on aura une calcémie basse et une PTH basse ou bien inadaptée, ce qui n'est pas le cas de notre patiente. Et deuxième défaut de PTH, ça serait la pseudo-hypoparathyroïdie, ou résistance à la PTH, qui peut, elle, être soit fonctionnelle, soit génétique, et dans laquelle on a bien une hypocalcémie avec une hyperparathormonémie. Les pseudo-hypoparathyroïdies génétiques, on ne les appelle plus comme ça désormais, on les appelle les IPPSD, les désordres de la voie d'activation de la parathormone. La parathormone se fixe à une protéine à 7 domaines, un récepteur à 7 domaines transmembranaires qui active la voie de l'AMP cyclique. Et donc on se doute qu'une anomalie au niveau de n'importe quelle de ces protéines peut induire une résistance à la parathormone. La preuve, on l'a fait par le dosage de l'AMP cyclique, qui est le produit de cette voie, l'AMP cyclique urinaire.
On recherche également les autres atteintes qui sont osseuses, dentaires, neurologiques. Et on peut également avoir une obésité et d'autres résistances hormonales. Et puis bien sûr, on fait le diagnostic, on fait la recherche génétique. On peut également avoir une pseudo-hypopara fonctionnelle en l'occurrence ici sur une hypomagnésémie. Donc la perte de fonction de la chaîne F1 bêta induit une hypomagnésémie. Et devant une hypomagnésémie, de manière générale, une fraction d'excrétion supérieure à 4%, ou bien une magnésiérie en valeur absolue supérieure à 2 millimoles par 24 heures, doit faire évoquer une origine rénale. Et donc la chaîne F1 bêta code pour un canal au niveau du tube contourné distal qui permet la création d'un gradient de sodium. Et c'est ce gradient de sodium qui permet la réabsorption passive de magnésium au niveau du rein. Donc mutation de la chaîne F1 bêta, augmentation des pertes de magnésium, donc hypomagnésémie. L'hypomagnésémie en soi induit une pseudo-hypopara fonctionnelle. Donc il a été montré en 1976 dans ce papier, cette relation. En mesurant la MP cyclique urinaire chez un patient qui a été carencé en magnésium après injection d'extrait parathyroïdien, on voit que la MP cyclique urinaire n'augmente pas. Par contre, chez ce même patient, en corrigeant la carence en magnésium, on voit que la MP cyclique urinaire augmente. Donc il y a vraiment, indépendamment de la concentration de PTH, il y a vraiment une incidence de la magnésémie sur le fonctionnement de l'appareil hormone en aval. Deuxième raison qui pourrait expliquer l'hypocalcémie chez Madame A, une hypocalcémie par défaut de vitamine D, donc soit une carence d'apport ou une exposition solaire insuffisante, une malabsorption au niveau de l'intestin grêle, au niveau du foie, l'insuffisance hépatocellulaire avec une perte de 90% de la fonction hépatique peut induire une carence d'absorption et un défaut de transformation de la vitamine D en 25-hydroxyvitamine D. Des médicaments également, et puis des mutations génétiques au niveau des protéines exprimées au niveau du foie. Au niveau du rein, l'insuffisance rénale fait qu'on transforme moins la 25-hydroxyvitamine D en 1,25-hydroxyvitamine D. Il y a également le syndrome néphrotique qui induit la perte de la vitamine D dans les urines, et la génétique avec certaines mutations qui font qu'on ne peut plus transformer la 25-hydroxyvitamine D en 1,25-hydroxyvitamine D. Enfin, troisième cause, ça serait l'hypocalcémie par redistribution cellulaire aiguë. Donc à ce moment-là, c'est le calcium plasmatique qui est trop consommé. Et c'est le cas dans les hyperphosphatémies aiguës, secondaires à un syndrome de Lys tumorale ou à une rhabdomyolyse. C'est le cas dans les pancréatites aiguës ou dans les chocs septiques. Et c'est le cas lorsque le calcium se dépose de manière excessive dans le squelette, donc dans le Henry-Boon syndrome ou avec des causes iatrogènes comme les biphosphonates. Pour conclure, quelles causes d'hypocalcémie chez Madame A? Donc elles sont probablement plurielles. Déjà sur des apports calciques insuffisants, une carence en vitamine D, une carence d'apport, l'insuffisance rénale chronique préterminale et l'hypomagnésémie qui induit une pseudo-hypoparathyroïdie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, je voulais dire que c'était une patiente de Lucie et on t'a pas prévenu. C'était une patiente qu'on a présentée à un staff commun. J'avais pris une photo en disant c'est hyper intéressant, il faut qu'on en parle. Donc, c'est une patiente à Vicenne. Donc, merci Lucie de nous l'avoir présentée. Et merci Amina parce que c'était pas très facile et c'était très bien expliqué. Alors, avez-vous des questions ? La fraction d'excrétion du calcium qui est donc chevauchant quand c'est entre 1 et 2% entre HHF et HPP. Il y a certains hyperparaprimaires qui ont une fraction d'excrétion inférieure à 1%, mais ça, c'est ceux qui ont des apports faibles en calcium ou c'est indépendamment des apports en calcium ? Alors, je ne crois pas que dans ce papier, ils aient normalisé en fonction des apports en calcium et je n'ai pas la notion qu'ils les traitaient. Donc, c'est peut-être ça l'explication, quoi. C'est les gens qui avaient des apports faibles en calcium. Non, le seuil, il est validé. Il n'était pas normalisé, mais il est validé, peu importe les apports en calcium, parce que c'est un calcul de clairance du calcium, en fait. C'est le rapport entre la calcémie et la calciurie. Et donc, peu importe, c'est la façon dont tu l'excrètes, en fait, qui est analysée. Donc on passe à Emmanuel Kuhn qui va donc nous présenter une surprise de l'hypophyse. Donc merci.
Donc, je vais vous présenter le cas d'une jeune patiente de 22 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers, qui a eu ses premières règles à l'âge de 11 ans avec des cycles réguliers. Et puis en 2021, les cycles deviennent irréguliers. Puis elle est en aménorrhée secondaire et elle a une galactorrhée. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose de fait visiblement, et en 2022, elle a des maux de tête avec une sensation de vision floue, et c'est comme ça qu'elle va nous être adressée par la suite. Mais je pense que nous, on se serait tous inquiétés en 2021 devant l'irrégularité des cycles, puis l'aménorrhée secondaire et la galactorrhée, et donc probablement qu'à ce moment-là, si elle avait été vue par l'un de nous, elle aurait eu des examens, et donc je pense qu'on est tous d'accord sur les examens à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Radiodiéphé, si tu veux. Je sais pas si ça va nous aider, mais donc elle aurait dû avoir donc un dosage de la gonadotrope. Donc elle était en insuffisance gonadotrope, et bien sûr la galactorrhée orientée vers une hyperprolactinémie qui était élevée. Le reste du bilan hormonal était normal, et en fait comme en 2022 elle a eu les céphalées et la vision floue, elle a fini par avoir une IRM hypophyse, enfin une IRM cérébrale, et donc on voit bien. Donc j'essaye même pas le pointeur, mais on voit bien le macroadénome qui est proche du chiasma optique, mais qui n'a pas l'air complètement de le comprimer. Donc moi, je l'ai vu que en juin 2022, et à ce moment-là, donc on introduit un traitement par Dostinex, un comprimé par semaine. Elle avait quand même eu un bilan visuel, donc elle avait une acuité visuelle à 10 dixièmes aux deux yeux, et ça c'était son premier champ visuel. C'était un peu pour vous dire les choses qu'il fallait penser à regarder dans les champs visuels de Humphrey pour pouvoir bien les interpréter. Alors c'est le champ visuel pour les nuls fait par une nulle, mais en gros il faut regarder les faux positifs et faux négatifs. Si c'est au-dessus de 10%, ça veut dire que la fiabilité de l'examen est faible, et c'est souvent comme ça quand c'est un premier examen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ça se passe un champ visuel de Humphrey, mais c'est automatisé, ça va très vite, et il faut que les patients ils appuient pour dire oui j'ai vu le point, j'ai pas vu le point. Donc il y a aussi une phase d'apprentissage. Alors souvent dans les champs visuels de Humphrey, il y a ces représentations graphiques, mais il faut regarder aussi les déviations individuelles. Donc c'est différentes choses qu'il faut regarder dans le champ visuel. Donc elle a eu le traitement par Dostinex qui a été efficace, puisqu'elle a eu un retour de cycle régulier à partir de juillet 2022 et une normalisation de la prolactine, et elle est venue faire un hôpital de jour dans l'unité en septembre 2022, et on voit que le Dostinex avait été il y avait l'efficacité clinique, mais ça, on l'avait, mais en tout cas, il était aussi efficace sur la taille de l'adénome, parce qu'on commence à voir une diminution de la taille de l'adénome. Donc on a continué le Dostinex à un comprimé par semaine. Et on a eu une petite surprise à Noël. C'est Océana qui a eu la chance d'avoir cette surprise. Donc la patiente nous offre des chocolats pour nous remercier de sa prise en charge. Elle fait une insuffisance corticotrope aiguë. Elle nous annonce une bonne nouvelle, ou alors elle est hospitalisée en psychiatrie pour des délires un délire et des hallucinations. Je sais pas si je fais un vote à main levée. Non, elle offre des chocolats. Elle offre des chocolats, et elle annonce une bonne nouvelle. Donc en effet, elle a appelé pour dire qu'elle était enceinte. La date des dernières règles, c'était octobre 2022, et elle avait retenu que si jamais elle était enceinte, il fallait qu'elle arrête le Dostinex. Alors cette grossesse, nous on lui avait pas donné l'accord, on lui avait dit ça évolue bien ça diminue la taille, mais attendez encore un petit peu avant de démarrer une grossesse. Donc on la voit en janvier, elle se plaint de nausées, elle avait quelques céphalées mais qui n'étaient pas très différentes des céphalées qu'elle avait eues en 2022. Elle se plaignait pas de troubles visuels, et elle nous disait qu'elle avait un désir d'allaitement. Donc ça c'est le champ visuel qu'elle avait fait en janvier. Donc il y a une petite amélioration, il y a un peu moins de faux négatifs, mais il y a peut-être des petites anomalies. Enfin, c'est pas évident. Les ophtalmos nous avaient dit, il est pas très fiable ce champ visuel. Ça respecte pas la ligne médiane. Globalement, il faut que ça respecte la ligne médiane pour que ce soit un champ visuel qui évoque une compression du chiasma optique. Donc, il nous avait dit, on lui refait un champ visuel et on poursuit la surveillance.
Alors, on a le droit à une deuxième surprise. Est-ce que la patiente, elle est enceinte de jumeaux, elle fait un diabète insipide, elle fait une insuffisance corticotrope aiguë, elle a des troubles visuels, ou alors est-ce qu'elle fait malheureusement une fausse couche? Troubles visuels. En effet, quand on la revoit en mars, elle n'a pas de céphalée, mais elle dit qu'elle a une sensation de vision floue de l'œil gauche depuis une semaine. Et donc, elle nous amène son champ visuel. Donc, on voit qu'avec l'apprentissage, il y a peut-être une amélioration dans la réalisation des champs visuels. Et puis là, on a l'impression qu'il y a quand même des anomalies qui commencent à respecter la ligne médiane. Elle a eu une OCT. L'OCT, ça permet de voir l'atteinte anatomique. Et là, même s'il y avait peut-être il y avait des anomalies du champ visuel, l'OCT était normale. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas encore d'atteinte anatomique des cellules du nerf optique. Et on a fait une demande d'IRM en urgence. Malheureusement, comme elle n'avait pas de céphalée, ils n'étaient pas très pressés de faire l'IRM. Donc elle a été faite que 4 jours après. Donc on n'a pas attendu la réalisation de cette IRM. Je pense que tout le monde aurait fait ça. On a remis en route le Dostinex, et dans le doute de savoir est-ce que il y avait une insuffisance corticotrope, même si elle n'avait pas de signe, on l'a quand même mise sous hydrocortisone. Donc l'IRM est faite quelques jours plus tard et on voit qu'il y a une croissance de l'adéno, mais aussi un aspect qui évoque une apoplexie. Donc bien sûr, on a poursuivi le Dostinex à 1 comprimé par semaine, et elle a été revue rapidement par l'ophtalmologue d'ici, qui est le docteur Salès de Gauzy, qui a accepté de la voir très, très rapidement. L'acuité visuelle, quand il l'a vue, était à 5 dixièmes de l'œil gauche et à 10 dixièmes de l'œil droit. Le champ visuel, voilà, il montre une atteinte temporale de l'œil... je me suis trompée c'est ça, de l'œil gauche, pardon. Et donc, on a augmenté le Dostinex à 2 comprimés par semaine parce qu'on voulait pas que ça s'aggrave et on voulait agir vite. Donc, elle est revue en ophtalmo le 4 avril. Il y a une petite amélioration de l'acuité visuelle de l'œil gauche. Et puis, on a l'impression que peut-être les anomalies bitemporales s'améliorent progressivement. En avril, fin avril, l'acuité visuelle se normalise. Le champ visuel aussi s'améliore grandement. Donc, on a poursuivi le Dostinex à 2 comprimés par semaine. En mai, elle est revue par les ophtalmos qui montrent que le champ visuel, il est parfaitement normal. Et donc, elle accouche par voie basse. On a continué le Dostinex tout le reste de la grossesse. Son désir d'allaitement, j'ai les sages-femmes du centre, de la maternité qui la suivaient lui ont dit vous êtes sous Dostinex, donc c'est impossible. Donc, j'ai pas eu la négociation éventuelle de l'arrêt du Dostinex. Et donc, elle a donné naissance à une petite fille avec un accouchement par voie basse qui s'est très bien passé à terme. Et elle pesait 2,7 kg. Et on l'a revue donc à 3 mois de l'accouchement. Vous voyez, l'adénome a bien diminué de taille, elle est parfaitement bien. Donc on a pu diminuer le Dostinex à 1 comprimé par semaine. Alors il y a deux grands articles récents sur par rapport à la prise en charge des prolactinomes pendant la grossesse. Il y a les recommandations spécifiquement des adénomes dans la grossesse et les recommandations européennes. Et il y a également des recommandations internationales. Et là, c'est plus sur la prise en charge des prolactinomes avec un chapitre sur la grossesse. Donc, je vous les ai mis en parallèle. Donc, à gauche de l'écran, c'est les recommandations européennes. Et à droite, ce sont les recommandations internationales. Globalement, elles se ressemblent assez avec quelques petites différences. Dans tous les cas, ils disent que la prise en charge, c'est une prise en charge par un traitement médical, mais dans les recommandations européennes, ils disent que la chirurgie, faut plutôt la laisser s'il y a une intolérance ou une résistance au traitement, alors que dans les recommandations internationales, ils disent que si c'est un micro-adénome à prolactine qui est bien enclos et on pense que la chirurgie peut le guérir, on peut proposer la chirurgie, bien sûr faite par un chirurgien expert. Ensuite, on donne
ou pas le feu vert pour la grossesse, mais quand il y a la grossesse, se pose la question, on arrête globalement systématiquement les agonistes dopaminergiques. Et alors sur la surveillance, il y a une petite différence pour les microprolactinomes, parce que la Société européenne, elle dit qu'il n'y a pas besoin de faire de surveillance particulière pendant la grossesse, alors que les recommandations internationales, elles disent que quand même il faut faire une surveillance clinique tous les 3 mois. Et en cas de macroprolactinome, si c'est un gros prolactinome qui est proche des voies visuelles, il faut évaluer la clinique, l'acuité visuelle, un champ visuel et un OCT, et on fait l'IRM s'il y a jamais l'apparition de troubles visuels ou de céphalées qui pourraient évoquer une croissance tumorale. Alors dans les recommandations européennes, ils disent pas la fréquence, mais dans les recommandations internationales, ils disent tous les 3 mois. Et ensuite, il y a une progression tumorale. Pour les deux recommandations, on met d'abord le traitement médical et la chirurgie est réservée s'il y avait un échec du traitement médical. Et il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement et il faut évaluer au cas par cas dans les 2 cas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Merci. Avez-vous des questions ? Je dormais peut-être. Omar Aïssa, il s'agissait bien d'un macroadénome. Oui. Et à moins que les recommandations n'ont pas tellement changé. Macroadénome, on n'arrête pas s'il n'y a pas. On n'arrête pas les agonistes à la grossesse. Alors, un macroadénome, s'il y a un désir de grossesse, on met en route le traitement et en effet, il faut attendre qu'il y ait une diminution significative de la taille de l'adénome. Après, si la chirurgie pour un débulking peut se proposer. Et quand la grossesse est là. C'est-à-dire quand la grossesse est là. Quand elle arrive, la grossesse. Quand elle arrive, oui, s'il était, on n'arrête pas. S'il est proche des voies visuelles, on peut le continuer. Ça, c'est un peu au cas par cas. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est pas une erreur, en tout cas, de continuer la cabergoline pendant la grossesse. Elle avait arrêté parce qu'elle avait retenu que les conseils qu'on lui avait donnés quand on lui aurait donné le feu vert. Merci. Mais après, ça avait décomprimé. Là, l'IRM qu'on avait, elle datait de septembre. On peut se dire qu'elle avait encore eu quand même un peu de cabergoline. Peut-être que ça avait encore plus diminué, mais ça, on n'avait pas l'imagerie. C'était pas une erreur de lui arrêter. Par rapport à l'allaitement, déjà justement les recommandations pour la poursuite ou pas de la cabergoline, c'est au cas par cas ou... Alors, donc pour les microprolactinomes que tu traites pas, il n'y a pas de problème pour l'allaitement. Et après, en effet, si tu as repris le traitement pendant la grossesse, c'est au cas par cas. Mais de toute façon, il faudra l'arrêter avant. Monsieur Chanson, il disait 1 mois avant l'accouchement pour espérer avoir une lactation et un allaitement. Mais ça, il n'y a pas vraiment d'études sur la durée avant l'accouchement, la durée de l'arrêt. Mais a priori, 1 mois, ce serait suffisant. D'autres questions ? Apoplexie sans céphalée, c'est exceptionnel, non ? Oui, tu parles pour la patiente. Alors, elle a eu un peu des maux de tête au début, mais qui n'étaient pas très différents des maux de tête qu'elle avait habituellement. Mais oui, normalement, c'est les céphalées, en effet, les céphalées brutales. Alors, la croissance des adénomes, des prolactinomes pendant la grossesse, c'est surtout les macroadénomes. On dit qu'il y a 30% des macroprolactinomes qui vont grossir, de croissance tumorale pendant la grossesse. Alors, est-ce que ça va être parlant ou pas, c'est variable. Vous avez une question ? En fait, c'était par rapport à une patiente qui avait présenté une hyperprolactinémie avec un scanner IRM normal et présentait des céphalées, certes. Et c'était une patiente elle était très angoissée. Elle est suivie depuis longtemps sur le plan psychiatrique pour une dépression profonde. Elle a eu une découverte de diabète à Tours, je crois. C'était étiqueté de type 2 pour laquelle, avec des comorbidités comme le dyslipidémie, mais je ne sais pas dans son cas, est-ce que
comment on fait quand on retrouve des patients avec une hyperprolactinémie normale sans... Elle a des signes cliniques, et le traitement psychiatrique, il peut donner une hyperprolactinémie? Elle était sur Serestar. Elle était sous Serestar. Et non, quand je regarde, il n'y avait pas d'effet secondaire sur... Donc elle n'avait pas de traitement qui peuvent élever la prolactine, c'est ça? Et elle a des cycles comment? Les cycles, c'est 42 ans, j'avoue que j'ai regardé les cycles. Parce que c'est important de savoir comment sont ces cycles, si elle a des cycles réguliers ou pas. Et après, revoir le dosage de prolactine, est-ce que c'est un bon dosage qui est fiable? Après, si elle a 42 ans, elle a l'hyperprolactinémie, elle a une IRM normale et elle a des cycles réguliers, on va pas en faire grand-chose. Et pas de désir, oui, voilà, et pas de désir de grossesse, on n'en fera pas grand-chose.